Jean-Marie Sama m'avait quand même un tout petit peu manqué, personnellement. Ça faisait 3 vendredis. Moi, je comptais que je ne l'ai pas retrouvé pour Comment va le monde. En même temps, je ne peux pas être égoïste parce qu'il ne peut pas le faire tous les jours. Il arrive qu'il le fasse lundi, jeudi, et il ne peut pas revenir vendredi. Mais j'ai la chance, il est là aujourd'hui. C'est le week-end et vous le savez aussi bien que moi. Il est également reconnu pour sa forme. Il est très vivant, il est jeune, plus jeune même que les jeunes. Jean-Marie Sama, bonjour et bienvenue. Bonjour, mais vous aussi vous êtes frais. Hein? On connaît un interne ici, quand on dit M. Christopher est frais, il est vraiment frais. La fraîcheur continue. Oui, et l'information également continue. L'on aurait pu déjà passer à autre chose en ce moment, l'on aurait pu évoquer d'autres situations, mais fort malheureusement, l'on est en train de tourner en rond. Jean-Marie Kassamba. Les confessions religieuses n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. La CENI, l'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Qui sera les successeurs de Corneille Nangaa? Le débat continue. On ne va même pas dire depuis des semaines ou des mois parce que ça date à l'année dernière déjà, depuis Ronsard Malonda jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Je vais vous poser à vous cette question. À qui d'abord profite cette situation? En réalité, la situation ne profite à personne. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, l'enlisement ne profite jamais à personne. Bien au contraire, tout le monde est perdant, en commençant par le peuple. D'abord, le peuple perd quoi? Le peuple perd une gouvernance stable, de la production, perd de la stabilité et le climat des affaires. Donc le pays ne peut pas attirer des investisseurs lorsqu'il y a de l'instabilité, notamment sur le plan politique. L'opposition perd parce qu'elle ne peut pas faire pression sur le pouvoir et s'organiser pour qu'il y ait l'échéance électorale ou les échéances électorales très rapidement pour peut-être accéder au pouvoir. Le pouvoir perd lorsque il n'y a pas de perspective d'avoir un bon bilan. Parce que dans une instabilité, on ne peut pas construire. On vit au jour le jour. On est en train de mijoter des petites stratégies de résistance, de pérennisation, de s'adapter. On débauche quelqu'un pour harmoniser telle situation. Donc, on rafistole. C'est ça le terme. On rafistole en attendant. Et donc, l'enlisement ne profite à personne. Sur le plan, par exemple, et on en parlera un peu tout à l'heure, sur le plan diplomatique, lorsqu'il y a des guerres dans des pays, l'enlisement ne profite à personne. En Irak, en Syrie, en Libye, et on vient de le vivre pendant 20 ans en Afghanistan, ça n'a profité à personne. Bien au contraire, l'instabilité, on le verra tout à l'heure sur le terrorisme, tout à fait. Eh ben, détourne le pays d'une certaine reconstruction, comme en Somalie par exemple. Chez nous, nous avons un pays, malheureusement, qui est caractérisé par des rendez-vous manqués. Un pays des rendez-vous manqués. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, apparemment les gens n'écoutent pas. Pourquoi rendez-vous manqués? Je vous donne quelques repères. En 1960, lorsque nous accédons à l'indépendance, on est parti à Bruxelles pour avoir l'indépendance politique. Mais en réalité, on devait avoir l'indépendance économique. Les politiciens qui sont partis là-bas, à la table ronde, dès qu'on a accordé la date du 30 juin pour venir à Kinshasa avoir l'indépendance, excités, ils sont revenus, ils ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire l'économie, les richesses, le patrimoine du Congo belge de l'époque, qui est resté en Belgique. Après, on a parlé du contentieux belgo-congolais, etc. Et les Belges intelligents qu'ils étaient, ils sont revenus ici. On a fait la cérémonie au Palais de la Nation là-bas. Lumumba a improvisé son discours. Le roi des Belges s'est fâché. Le 4 juillet, la déstabilisation a commencé. Les parabelges sont arrivés, sécession, rébellion, jusqu'à ce qu'on a perdu 5 ans d'instabilité, guerre civile, jusqu'au coup d'État de Mobutu de 65. Il y a eu un peu de stabilité de 65 à 72, lorsque Mobutu, trouvant l'argent que les Belges avaient laissé, trouvant le pays industrialisé, trouvant beaucoup de choses, eh ben, il a profité de tout cela. Pour la zaïrianisation. Et il a zaïrianisé en 72, 73, 74, ça coïncidait avec la crise de matières premières.
Et les malheurs du Congo ont commencé avec ces fameux discours aux Nations Unies de Mobutu, qui 4 ans plus tard, la CIA et les grandes puissances ont créé l'opposition au sein de la majorité de l'époque, c'est-à-dire que du Parlement congolais. On a pris 13 parlementaires à qui on a mis des mots dans la bouche. Ils ont écrit leur fameuse lettre de 52 pages au Marshal Mobutu pour demander quoi? La liberté. On a pris encore un autre Zaïrois de l'époque, Ngouz Karlibond, polyglotte, quelqu'un de bien, etc. On a fait de lui l'opposant numéro 1 à Mobutu. Déstabilisation sur déstabilisation. Nous arrivons en 1990. Mobutu convoque la conférence nationale souveraine. On pensait, parce que ce n'était pas souveraine la conférence nationale, c'était une conférence pour parler de la modification, plutôt de l'organisation des textes pour conduire le Zaïre aux élections de décembre 1990. Décembre 1990. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Congolais qui se sont retrouvés, les Zaïrois, au Palais du Peuple, au lieu de faire cette conférence constitutionnelle, voilà comment ça s'appelait, conférence constitutionnelle, ils ont transformé cette conférence constitutionnelle en conférence nationale souveraine. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous allons dire ici, c'est plus puissant même que la Constitution. Et ils ont déstabilisé Mobutu, ils ont le diabolisé, c'est le terme. Mobutu a fui Kinshasa pour aller se réfugier à Kawele là-bas. Et nous avons perdu 7 ans. Un autre rendez-vous manqué. Oui, rendez-vous manqué, parce qu'on pensait qu'à la conférence souveraine, on devait tout dire, tout réformer. Il y a eu l'acte de transition, et c'est Mosengo qui était président du Parlement, Tshisekedi a été même élu Premier ministre, mais rien de fait. 7 ans. Et pendant 7 ans, il y a eu 2 gouvernements, 2 parlements, et en même temps, Isoras, Ignoras, machin, des groupes, des contre-groupes, pendant 7 ans. On n'a rien construit. C'est pour cela qu'en 91, premier pillage, tout ce que Mobutu avait trouvé de Belges, c'est qu'il a construit un tout petit peu, pillé. 93, on récidive. Le pays réduit en néant pour 30 ans. Quand Mouzé arrive, avec la révolution de 97, on pensait commencer quelque chose. Mais, qu'est-ce qu'on a vu? 96, 98, 97, 98 déjà, les Rwandais qui étaient venus, et quelques Ougandais, etc., manipulés toujours par les grandes puissances, ils font la guerre contre Mouzé. Et qui va soutenir les Rwandais? Les Zaïrois, au RCD, Goma. Les Wamba Diawamba, les Zaidi Ngoma, les Roubero, c'est un peu après, parce que c'était un grand avocat ici, les Roubero et tout ça. Donc, les mêmes Zaïrois, les Ilunga ici, qui viennent de partir, rendez-vous manqué. Nous arrivons en 2001, lorsque on tue Mouzé. On devait commencer, enfin, après Sun City, reconstruire un pays. C'est ce que Joseph Kabila a fait. Constitution, élection, non. Les Congolais se sont laissés encore emporter. Surtout en 2011. Aujourd'hui, Joseph Kabila a laissé le pouvoir à beaucoup qui faisaient des revendications, qui parlaient au nom du peuple, qui parlaient au nom de l'état des droits, qui parlaient au nom des textes, qui parlaient... Un autre rendez-vous Constatons, le rendez-vous manqué aujourd'hui est quoi? Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? La construction du pays, l'unité nationale, le mieux vivre ensemble, les valeurs universelles de l'Afrique. On pense 2 ans avant, 3 ans avant aux élections. Mais Jean-Marie Kassamba, il y en a qui disent, les analystes affirment que Félix Tshisekedi ne devrait pas avoir de raison de ne pas avoir de réussite, parce que déjà, vous avez retracé vraiment l'histoire de 60 à aujourd'hui. Il est le seul parmi toutes ces personnalités arrivées au pouvoir à avoir fait une remise et reprise. C'est-à-dire, il a la situation d'avant expliquée, il a les choses en main
pour produire des résultats. Donc il est le seul à ne pas avoir d'excuses comme Joseph Kabila qui prend le pouvoir après l'assassinat de son prédécesseur ou Laurent Désiré Kabila qui est obligé de faire un coup d'État comme Mobutu l'avait fait. C'est-à-dire que lui, il a les dossiers d'avant, d'après et tout. Donc il maîtrise toute la situation, il a toutes les cartes en main et il devrait produire quelque chose de bon. Vous avez souvent cité les grandes puissances comme une des causes principales des différents rendez-vous manqués. Est-ce que l'on doit encore rejeter la faute aux grandes puissances ou bien l'inconscience est au niveau national ici? La question ici, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous Congolais? Parce que vous savez que la plupart des gens qui déstabilisent le Congo mesurent la maturité des Congolais. Voient le degré de nationalisme des Congolais d'abord. Analysent la classe politique. Ils disent, voilà, est-ce que ces gens sont conscients qu'ils ont un grand pays riche et qui peuvent vraiment s'occuper d'abord de leurs propres problèmes? Et la conclusion est que non. Le président Tshisekedi, il a dit, lui d'ailleurs, je l'ai suivi une fois, il a dit exactement ce que je viens de dire. Il dit, le plus important, c'est l'unité nationale. Le plus important, c'est le mieux vivre ensemble. Le plus important, c'est nous d'abord. Parce que si nous n'avons pas ces pays, on va se disputer quoi? Mais malheureusement, lui, il parle comme ça, avec beaucoup de magistrats d'ailleurs. Mais les gens qui sont autour, les faiseurs de petits calculs de positionnement, montent des stratagèmes pour aller à l'encontre de cela. Pourquoi? Vous avez dit, Félix Tshisekedi, il a hérité d'un pays avec une armée. Lui-même l'a accepté que cette armée, il tenait la haute. Avec une monnaie qui fonctionnait, stable. Parce que Tchibala, quand il est parti, la monnaie qui a causé les élections, ça fonctionnait. Tout à fait. Avec des institutions au niveau national jusqu'au niveau provincial. Et surtout avec un peuple averti cette fois-ci. Donc, il aurait fallu, d'ailleurs, garder cette collaboration avec le FCC, en extirpant peut-être le brebis galeuse, parce qu'il y en avait toujours de part et d'autre. On parlait des radicaux, des choses comme ça. Et de profiter de l'expérience de Joseph Kabila en tant qu'ancien président, qui était dans sa ferme là-bas, etc., de temps en temps, le consultant un peu, mais de construire une nation. À partir de quand on a déstabilisé notre président, ou plutôt la République? C'est à partir du moment où on a fait croire à notre président que les soutiens des Américains, indéfectibles, les soutiens avérés, je ne dis pas constatés, enfin, potentiellement déclarés, de la Belgique, qu'il appelle sa deuxième patrie, eh bien, ça suffisait pour régenter les choses sur le plan national et aller de l'avant, et que les moyens de développer le Congo étaient de facto acquis. Au niveau panafricain avec la BAD, au niveau international avec la coopération bilatérale, mais aussi avec la stabilité sécuritaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Occidentaux ont été pris de court par la passation pacifique du pouvoir, parce qu'on voulait une guerre qui n'a pas eu lieu. 2. L'expérience de Joseph Kabila par rapport au petit coup qui s'est monté de temps en temps, qu'il pouvait distiller auprès de Félix Tshisekedi, attention à ce niveau-là, il y a ceci, attention. Non, ce type-là, il va lui dire des choses qu'il sait. Qui va nous bloquer de ça. Ça va nous bloquer, vaut mieux qu'ils se séparent. Et puis, troisièmement, les capitalistes ne donnent l'argent que quand ils pensent qu'ils vont gagner. S'ils donnent 1 franc, ils doivent gagner 5 ou 6 ou 10. Ce n'est pas les win-win dont on parle, le 50-50. Et puis, ce qui était en filigrane, c'était quoi? Les contrats miniers qu'il fallait changer. Alors, tout ceci n'a pas lieu. Et ça coïncidait malheureusement avec, aux États-Unis, l'alternance. On pensait que Trump allait embrayer sur un deuxième mandat et que les gens d'Atlantic Council, les Hammer ici, qui sont dans certains lobbies, etc., au niveau des États-Unis, allaient avoir encore plus d'influence au niveau de l'administration à la Maison-Blanche, ce qui n'était pas le cas. Biden
lui, c'est un démocrate avec d'autres perspectives, etc. C'est pas pareil que le républicain Trump, qui était là surtout avec des affairistes, un peu comme les Amers et tout ça. Et donc, tout ceci a perturbé. D'abord, on a réussi à séparer Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila. 2, on a torpillé les textes au niveau des institutions. La stabilité parlementaire que nous avons, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, tout ceci a été chamboulé. Conséquence, on est en train de le vivre, par exemple. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le manque de groupes parlementaires, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, brouille les cartes. Deuxièmement, on a tripatouillé les textes au niveau de cours et tribunaux, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du Conseil d'État, un peu partout. Ce qui fait que la justice, qui devait être un peu le bras séculier, tanque au sein de l'appareil judiciaire. Il y a beaucoup de gens qui se font des débats. Hein, la mise en place de la Cour constitutionnelle et tout ça. Parce qu'il y avait l'hantise du côté du président Tshisekedi, l'entourage, pas lui, l'entourage, de la mise en accusation. Quand Mabunda disait que s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, on va juger le président pour trahison, etc., ça avait fait peur à l'entourage, pas au président, parce que le président sait qu'il était en confiance avec ses partenaires, etc., à l'entourage, qui a proposé tout de suite la prise de contrôle de la Cour constitutionnelle. On a précipité la démission du président de la Cour constitutionnelle. Ensuite, celui qui l'a remplacé, un grand professeur, un bon juriste, mais dans les conditions un peu compliquées. Ensuite, on a mis en place l'union sacrée. En torturant tous les textes qui concourent à la mise en place d'une assemblée, les groupes parlementaires, les appartenances politiques, etc. Et on a dit que non, le plus important, c'est qu'on ait une majorité au Parlement. Et avec ça, on va avoir le contrôle de la CENI. Et si jamais on a une mise en accusation, on a la Cour constitutionnelle qui va rejeter ce qui sera proposé en fait, contre le président, etc. Et c'est le schéma de prise de contrôle de l'ensemble de la Seulement. Oubliant que, en faisant des choses comme ça, tous ceux qui perdent, ils développent eux-mêmes aussi les mécanismes. Survie. Oui, ils développent. Et puis les Occidentaux, lorsqu'ils voient que vous avez un pays où il y a un peu tout ceci chamboulé, le climat des affaires, par exemple, n'est plus stable. Je vous donne un autre élément que les gens n'ont pas bien compris, c'est la mise en place des agences au niveau de la présidence de la République. Il y a beaucoup d'agences. Un tout petit peu de gouvernement parallèle. Oui, ces agences ont vidé le gouvernement de sa substance. Il y a des conseillers qui se prennent pour être des membres éminents de l'exécutif qui ont l'impérium pour même engager l'État. Vous avez vu la mise au point, on ne peut pas dire l'avertissement du directeur des cabinets du président. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait des conseillers ou certains membres des agences qui commençaient à distribuer des mandats aux investisseurs potentiels, qui allaient dans tous les sens, rendant le Premier ministre, le membre du gouvernement, inutile. Conclusion, regardez aujourd'hui le plan que le Premier ministre a présenté hier, de 58 milliards de dollars d'industrialisation. Mais vous allez industrialiser avec quoi? On industrialise avec des investisseurs qui viennent, ce qu'on appelle investissement direct. On industrialise avec la production nationale, la production nationale brute, ou on industrialise aussi avec le parc industriel national. Chez nous, l'ANAPI a été diluée au profit de quelques conseillers là-bas au niveau du cabinet du président. L'ANAPI aujourd'hui qui devait jouer le rôle de promouvoir les investissements chez nous ne fait plus ce travail. Sombre. Il n'y a aucune banque d'investissement. Le FPI, là, un petit fonds souverain national qui n'a pas suffisamment de moyens. Et d'ailleurs, on propose même de transformer le FPI en banque, ce qui va diluer complètement sa mission publique. Et donc, tout ceci pose un problème de dysfonctionnement. Malgré la bonne volonté, il y a un dysfonctionnement. Et l'enlisement au niveau de pour revenir à votre question, au niveau de la CENI, c'est la conséquence directe de tout ceci. Quand on a monté
l'Union sacrée, on a expliqué à tous ceux qui ont trahi Kabila ou je ne sais pas quoi, venez, nous allons faire une plateforme forte, nous allons mettre une CENI en place, cette CENI va vous donner une majorité en 2023, notamment une forte majorité UDPS en 2023. Oubliant que c'est au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les PPRD, Ensemble, la Mouka et MLC. Et toujours l'entourage qui a proposé des stratagèmes. On a visé des individus candidats potentiels en 2023. Chani fabriquait son truc là de père et de père, mais ce n'était pas Chani, c'est les stratèges là. Il dit voilà, il faut anticiper sur Moïse Katumbi parce que lui il a l'argent, vous avez été ensemble dans les milieux, vous savez, il est très influent, donc il faut les désactiver avant. Il faut viser Matata Mpogno, très bien organisé, stratège, il a de l'argent, donc il faut l'éliminer avant. Vital Kamerhe, c'était déjà fait. Mais oublions qu'à l'Assemblée nationale, ils auront besoin de ces gens-là. Conclusion aujourd'hui, les catholiques, les protestants qui sont d'obédience internationale, l'Église catholique c'est la CIA, c'est beaucoup d'intérêts financiers importants, etc. L'Église protestante, c'est les Britanniques, c'est les Allemands, c'est tous ces gens-là. Ils ne vont pas assister à ces cafouillages-là. Ils ont dit, pour anticiper pour 2023, on ne va pas laisser un candidat qui va créer des guerres pro-gouvernement, enfin pro-président, etc. C'est pour ça que vous voyez les Cholés s'arc-bouter, se focaliser sur un candidat qui n'est pas de la même appartenance que le président parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait plus tard des divisions ou des guerres entre tribal, un peu quelque chose comme ça. Jean-Marc Kassama, vous avez cité l'Union sacrée tout à l'heure, vous avez cité un nom, en tout cas, qui fait débat en ce moment. Il a été le sauveur, on va le dire comme ça, la personne qui a le plus servi cette révolution, on va l'appeler comme ça, Union sacrée. Il a donné du poids à l'Union sacrée par son adhésion, notamment Moïse Katumbi, mais aujourd'hui, il est l'homme à abattre dans l'opinion, sur les réseaux sociaux. On sent que toutes les armes sont braqué vers Moïse Katumbi, on le traite de Judas, on le traite d'ingrat parce que c'était entre guillemets un exilé politique que Félix Tshisekedi a permis de retrouver le pays, toutes ses affaires et tout cela. Et on dit qu'il est en train de payer Félix Tshisekedi en monnaie de singe. Lors de sa dernière sortie médiatique, il a affirmé sans cligner des yeux que si la proposition de loi de Noël Chani arrivait ne serait-ce qu'à être programmée à l'ordre du jour, il va prendre ses clics et ses claques, quitter l'Union sacrée. Est-ce que vous accordez encore beaucoup de temps à cette alliance Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, qui ne porte pas de fruits? Le gouvernement l'a eu très difficilement. Il semblerait qu'il y avait déjà des très grandes mésententes à ce niveau-là. L'on a cette CENI que le président de la République veut, que toutes les parties veulent, mais les violons ne semblent toujours pas s'accorder. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver à passer l'étape après CENI, toujours ensemble? En réalité, Moïse Katumbi, c'est un monsieur très intelligent. Il donne l'impression d'être calme, un peu dilettant, homme d'affaires, etc. Il est intelligent. Moi, je n'étais pas d'avis à l'époque qu'on puisse stigmatiser Moïse Katumbi à l'époque du PPRD. Pourquoi? Parce que Katumbi, c'est Joseph Kabila qui l'a adopté pour entrer dans la politique. Lui, il faisait ses affaires en Zambie, il avait déjà son argent, il voyageait, etc. Il était un peu poursuivi là-bas en Zambie. Joseph Kabila l'a protégé ici et il lui a conseillé de faire de la politique, il a intégré le PPRD. Il a financé une bonne partie des activités du PPRD. Et arrivant au Katanga, il a appliqué la stratégie des affaires. C'est-à-dire, vous êtes minier, vous arrivez, vous vous installez, vous faites vos affaires, vous donnez aussi de votre argent. Moi, j'ai fait les routes, j'ai fait le stade, etc. Et c'est ce qu'il a fait là-bas. Les PP, partenariat public-privé ou un peu de gagnant-gagnant. Et il aurait fallu les garder. L'entourage, l'ex-entourage du président Kabila, a fait croire au président Kabila que Moïse Katumbi, qui était très ami à Katumba Manké, était un challenger potentiel pour 2011, et donc il faut les désactiver avant. Erreur. Parce que quelqu'un qui a l'argent, qui a déjà une ramification au niveau international, qui a des liens, et puis qui donne facilement,
qui sait entretenir les autres. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Parce que les Occidentaux ne jouent que sur les divisions. Et la culpabilisation de Katumbi, ça a fragilisé le système du président Kabila et ça a donné ce que ça a donné. C'est la même chose aujourd'hui. Moïse Katumbi, en réalité, il ne doit pas grand-chose au président Tshisekedi. Parce que, même s'il était interdit de venir, avec les climats de changement de régime, il allait revenir. Il y a eu l'amnistie, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus. Donc, ce n'est pas un cadeau. Bien au contraire. Il a été avec le président Tshisekedi dans tous ses voyages. Ils étaient même en coalition, ils sont partis jusqu'à Genève. Justement, on évoque aussi cet épisode-là. On dit d'ailleurs de toutes les façons, vous aviez failli tuer la carrière politique de Tshisekedi à Genève, mais non, malgré ça, il vous récupère quand même et vous faites quand même le gros dos. Vous voulez le... C'est pas vrai parce que à Genève, ils étaient tous d'accord. Oui. Y compris Félix Tshisekedi. Y compris Félix Tshisekedi qui l'a dit d'ailleurs. Le revirement le lendemain, c'est que les dessous des cartes, c'était tous ici. Il y a eu des contacts avec le président Kabila ici, avec les réalités, ce qui se passe sur le plan national. Caméré, qui était très introduit auprès du président Kabila, a eu des contacts. Et c'est à partir de là qu'on a rétropédalé pour revenir, entrer dans le processus électoral. Durant la campagne électorale, il y a eu des contacts jusqu'aux élections. Les esprits avisés connaissent comment les élections se sont terminées. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Le plus important, c'est que l'alliance entre Moïse Katumbi et Tshisekedi, Bemba, le 3... Parce qu'on semble parfois l'oublier un tout petit peu parce qu'il est déjà hors jeu. Lui, de son côté, il ne peut pas prendre part à l'élection présidentielle dans le format actuel. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Jean-Pierre Bemba n'a pas encore dit son dernier mot. La preuve, il a injecter ces gens dans le système, les gens comme le F. Bazaïba, les autres ministres, etc., ils se sont déjà installés, ils constituent leur cagnotte tranquillement, ils ont bien... ne vous en faites pas. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Jean-Pierre Bemba a besoin de se reconstituer financièrement surtout, et il ne s'est jamais aligné derrière Tshisekedi, bien au contraire. Il a un peu fait la politique des fauves, il attend au moment pour bondir sur la proie. Le plus important aujourd'hui, c'est que le mariage Katumbi Bemba Tshisekedi, c'est ça qui a fait l'union sacrée. Si on torture ce mariage, on scie la branche union sacrée. Parce que la plupart des gens qui ont quitté Kabila ou les éléments isolés sont, excusez-moi du terme, de ménifrétins. Et des gens qui suivent un peu le courant du vent. Il n'y a pas un grand nom, il n'y a pas un chef de file. Si Katumbi dit aujourd'hui... La provision ratée, la primature. Bien sûr. Si Katumbi dit aujourd'hui, bon, écoutez, moi, je n'ai rien à voir avec l'union sacrée. Vous, mes élus, vous êtes avec moi. Quittez. Ils vont quitter. Il va y avoir 2 ou 3 qui vont rester au gouvernement, comme toujours les Congolais, qui aiment le poste, etc. Mais une bonne partie, comme le Premier ministre que vous voyez là, qui avait démissionné à son temps. Tout à fait, avec lui, il était ministre des Sports à l'époque. Oui. Il va démissionner. Et ça va fragiliser les systèmes. Et donc, on n'a pas intérêt à ce que Katumbi, parce que ça c'est l'ultimatum là qu'il a donné par rapport à la loi Tchiani, ça c'est sa vie. Hier, il était indexé, aujourd'hui, il est stigmatisé. Et donc, il va le faire. Ce n'est pas une question d'argent, une question de pouvoir, parce qu'il a et l'argent et l'influence. Donc, il peut rester là où il est, ça ne pose aucun problème. Mais politiquement parlant, Félix Tshisekedi a besoin de Katumbi, politiquement parlant. Il a besoin de Bemba, politiquement parlant. C'est pour ça que l'entourage qui donne parfois des conseils, des stratagèmes, se trompe à court terme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une récomposition de la sphère politique. Il y a un rapprochement. Caméré, Katumbi, Kabila et même Fayulu, oui, qui ferait que l'association ou l'alliance des frustrés ou des gens stigmatisés peut constituer une bombe. Vous savez, à Genval, c'était plus que pesant par rapport au régime de Kinshasa. N'était des conciliambules en dessous, etc. Genval, c'était devenu une puissance de déstabilisation constante. C'est la raison pour laquelle on l'avait donné le poste là, qui posait Olenankoy aujourd'hui. Sensa. Oui, Sensa.
C'était une véritable présidence de la République bis. Parce que Sensa devait à la fois présider le gouvernement, Sensa devait arbitrer un certain nombre de choses. Si Tshisekedi Etienne n'était pas mort, c'est lui qui allait peser énormément. Sensa. Sensa, ça découle de la Senco, mais ça découle surtout des Genval. Une sorte de 1+4. Absolument. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut que les gens fassent très attention. On va s'enliser. Si demain le président de la République reçoit la Senco et reçoit aussi l'ECC et tout ça, ils vont lui dire la même chose. Ce qu'ils disent sur le plan public, là. Monsieur le Président, les deux candidats, là, on a des suspicions, vous êtes les garants de l'unité nationale, vous ne pouvez pas cautionner. Lui aussi, par fierté, par devoir des textes, il va dire non, moi, j'attends, parce que c'est ce que vous reconnaissez la Constitution, les textes, donc allez trouver un consensus, auquel cas, passer par le vote, etc. Si ce sont les deux candidats... On rappelle que ce n'est pas la première fois, il s'est passé la même chose mais avec le Kamalonda. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Parce que c'est un piège pour lui. Ils vont lui demander, monsieur le président, mais Kadima là, il y a des soucis, et Botoko, il y a des soucis. Il ne va pas dire, bon écoutez, faites quand même avec Kadima. Même si, en dessous, tous les milieux sont pour Kadima. Tous les milieux pour Kadima. IDPS a comme consigne, je n'ai pas le dire officiellement, mais suivez le regard. Entendez ce qu'ils disent en ricochet. Oui, mais Kadima, c'est le peuple qui l'applaudit, c'est le peuple qui le veut, etc. Mais on sait que c'est IDPS qui est derrière. IDPS, c'est Tshisekedi qui est derrière. Mais en réalité, c'est déjà vu, c'est un peu téléphoné pour le moment. Donc les gens ne vont pas croire que, malgré ces déclarations de bonnes intentions, ça va passer. Donc ça ne passera pas. Kadima, ça ne passera pas. Donc, l'idéal, malgré la commission paritaire qui est mise en place au Parlement, avec une fausse opposition, des débauchages, c'est pour ça que vous voyez beaucoup des réunions en ce moment entre Mbosso, Bahati, c'est pour voir, bon, vous avez pris qui, voilà. Mais en réalité, pour qu'il y ait une commission paritaire, il faut qu'il y ait le PPRD dedans, qu'il y ait le FCC pro-Kabila dedans, il faut qu'il y ait véritablement les gens des Fayoulou dedans. Là, il y aura opposition, majorité. Pas les individus. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux côtés, que ce soit la Monka ou encore le PPRD, sont formels. Avec le format actuel, il n'est pas question de prendre part. Mais ils ne vont pas y aller. Parce qu'ils savent que leur survie dépend de là. Parce qu'ils savent que s'il y a dialogue demain, parce qu'inévitablement, on va avec le dialogue. Ces dialogues vont mettre en place qui? L'Union sacrée pro-Tshisekedi. Ça va mettre Katumbi qui va certainement constituer un groupe avec tout ce qui est UNC des Camérés, etc. Les alliés des Camérés. Et il y aura aussi le FCC de Joseph Kabila avec tout ce qui a eu comme déçus. Beaucoup de déçus vont rejoindre le FCC parce qu'ils ne sont pas retrouvés de l'autre côté. Donc il y aura maintenant des plateformes. Ça sera convoqué certainement par le président de la République sur le plan national. Mais c'est là où les ambassades, l'Union africaine, notre mandat va se terminer en début de l'année bientôt prochaine. Là, dans quelques semaines. Là, l'Union africaine va s'inviter, ce sera le Sénégal. Retour à la case départ de Moustapha Niasse, rappelez-vous, d'Abdoulaye Wade, qui avait dit à son temps qu'on n'a pas une classe politique digne. Donc, les Sénégalais vont venir ici, dans le compte de l'Union africaine, les conseils de sécurité, les Belges, les Britanniques, les Anglais, on va revenir à ce qu'on a connu ici pendant 1+4, etc. Et c'est ça le recommencement dont je parlais tout à l'heure. C'est ça les rendez-vous manqués. Or, on peut bien se passer de tout ça. On peut bien se passer de tout ça. Jean-Marie Kassama, vous êtes quand même un homme d'histoire aussi, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous ne pensez pas, il y a un nom qui m'est revenu pendant que nous étions en train de discuter tout le temps, parce qu'on a parlé du Katanga sans le citer, oui. C'est une partie très importante du pays. Baba Kyungu Wakumwanza vient de quitter, est-ce que vous pensez qu'il manquera à Félix Tshisekedi, parce qu'il était, entre guillemets, un de ses grands soutiens parmi ce moment, vous pensez qu'il manquera à la machine Félix Tshisekedi après la vague des décès? Bon, écoutez, on ne crache pas sur le mort, mais on a le devoir historique de rappeler quand même le rôle qu'ont joué les uns et les autres. Le décès de Kyungu Wakumwanza, c'est l'histoire, c'est l'époque. C'est l'époque de Mosengo, c'est l'époque de Tshisekedi père, c'est l'époque... c'est une génération.
On n'est que des Qui s'en humains. va, tout à fait. On n'est que des humains. Donc cette génération est en train de passer. Il a joué quel rôle, Kyungu Wakumanza? Je vous ai parlé de 1978. Kyungu était député. Il fait partie de ces groupes de 13 parlementaires qui étaient à l'époque manipulés par les services de renseignement américains, notamment les CIA, pour perturber Mobutu qui devenait rebelle. Je vous ai parlé de son discours au niveau des Nations Unies en 1974, où il a mis en cause la colonisation, etc., etc. Mobutu a été déstabilisé, notamment au Katanga, là-bas, avec Kabila père. Vous savez, la fameuse guerre de 6 jours et tout ça. On commençait déjà avec les gendarmes katangais qui étaient en Angola. Ces gens-là étaient instrumentalisés pour déstabiliser Mobutu vers le là-bas, qui n'était pas malléable encore, qui devenait un peu incontrôlable. Donc, c'était dans la stratégie de déstabilisation de Mobutu. Jusqu'en 1980, lorsqu'il y a eu en Mbujima et à Katekelai, le fameux 13 heures, entre guillemets, qui était massacré. Et c'est la première fois que nous, on a vu l'Amnistie internationale. Et qui dit Amnistie internationale, dit les États-Unis, la CIA, etc. Et donc, Kyungu Wakumanza était dans la dynamique des 13 parlementaires jusqu'à l'IDPS. Mais lorsque Étienne Tshisekedi devient Premier ministre, Kyungu et Ngoz Garlibond, qui étaient de l'UFERI, pendant la période que je vous ai parlé là, de déstabilisation, 90-97, cette période, c'était un peu, je dirais, la foire. Et donc, chaque leader dans son coin voulait montrer qu'il était leader. Kyungu, Ngoz Garlibond, l'équipe Assamaliba, etc. Et Kyungu ne portait pas Tshisekedi Étienne dans son cœur. Les génocides des Kasaïens, des Katanga, c'est Kyungu et ses amis à l'époque, l'UFERI, etc. Et ça, même si aujourd'hui Félix Tshisekedi dit c'est le dernier papa qui nous reste, oui, dernier papa parce qu'il faisait partie de la génération de son père, des l'IDPS, etc. Mais lui, en tant que Kassaïen d'abord, Luba d'abord, cette histoire de 93, des génocides contre ses propres frères, même s'il est président de tous les Congolais, dans le microcosme des Kassaïens, ça ne s'oublie pas. C'est pour cela que Kyungu a été toujours un peu un politicien à géométrie variable comme ça. Rappelez-vous, lorsque Mouzé était là, Kyungu était pro-Mouzé. À un moment donné, il a attaqué Mouzé. Quand Joseph Kabila devient président, au début, Kyungu attaquait Kabila. À un moment donné, il dit, c'est notre enfant. Moi, je l'ai interviewé 3 fois, Kyungu Wakumanza, jusque chez lui à la maison. Il était même venu à Télé 50. Il n'a jamais hésité de changer. Mais Kyungu changeait à longueur au gré des vagues. Tantôt, il était avec Katumbi, et on me dit qu'au dernier moment, ici, il dit que c'est lui qui va s'opposer à Félix Tshisekedi, on va s'occuper de lui. Bon, c'est un homme qui faisait de l'opportunisme. De la SNCC et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Donc, il était vraiment très... Oui, c'est-à-dire que Kyungu, c'était le prototype type du politique congolais. C'est-à-dire, lorsqu'il voit que le vent tourne comme ça, il peut tourner comme ça, etc. etc. Mais c'est compréhensible. Mais il ne va pas manquer à Tshisekedi. Il a été son soutien, un peu, je dirais, pour le faire adopter chez les Katangais, comme il était un peu populaire, un peu au soir de sa vie. Mais les choses changent. Maintenant qu'il est parti, il va y avoir effritement des soutiens de Kyungu. À un moment donné, il y aura un autre leader qui va prendre la nouvelle génération, les Kabula, tous ceux qui sont là-bas, et ça va y repartir comme ça. Et donc, moi, je ne pense pas que Félix Tshisekedi va aller aux funérailles. Le climat est un peu tendu. Il a un voyage en Allemagne qu'il peut faire. Il doit y arriver d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Il enverra un représentant, etc. Quelqu'un me parlait qu'il fallait décorer Kyungu. Je ne sais pas si, oui, mais il y a un ordre d'émission qui circule sur les réseaux sociaux du premier. Oui, des Kabound, qui est reparti là-bas. Bon, ça, il était parlementaire, donc ça c'est protocolaire, c'est pas un souci. Mais le décorer. Prix Lumumba Kabila. Kabila, bon, c'est un peu compliqué pour donner le nom de celui qui l'a combattu, etc. C'est un peu compliqué. Mais le plus important est que cette génération de Kyungu, de Mosengo, de Boboliko, de tous ceux qui sont passés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. La nouvelle génération,
Tshisekedi et les autres, doivent comprendre un peu tout ce que nous sommes en train de dire. Le Congo a besoin de quoi? Le Congo a besoin des gens qui font des choses. Il faut faire des choses. Pas des incantations, pas des proclamations. En parlant de faire des choses, Jean-Marie Gaston, qu'il est le président de tous les Congolais, d'accord, mais il vient de quelque part, vous l'avez toujours affirmé, ce n'est pas question de tribalisme ou quoi que ce soit. Oui. Le Grand Kassai est encore en train de traverser des moments difficiles. On ne sait pas si c'est l'espace le plus mal aimé du pays. Aussitôt, on baisse les prix des billets d'avion, par exemple. Toutes les lignes coupées sur l'espace aérien kassaïen. Les rivières sont polluées. On attend voilà quoi, un regain de soucis national. Mais le Premier ministre préfère d'abord aller évaluer l'état des sièges de l'autre côté. On se demande si c'est une punition, ce mandat de Félix Tshisekedi de 2018 à aujourd'hui 2021, ou si par surprise, il va se décider de s'occuper de ses frères. De cet espace. Écoutez, avant de venir ici, j'ai parlé avec quelqu'un qui est à Kabeka-Kamora, avant de venir ici, qui m'a fait un peu le bilan de ce qui s'est fait en ce moment à Kabeka-Kamora. Il devait y avoir un guest house là-bas, des maisons. Il n'y a pas de suite, il n'y a que 2 maisons qu'on a mis en place. Il devait y avoir là-bas la voirie qui ne s'occupe pas très bien. Il devait y avoir, j'avais reçu sur le DG de l'OVD. On est en train de faire, il y a même de l'argent qui a un peu disparu là au niveau de Kabeka-Kamora, etc. Moi j'étais à Bossolo hier, on a parlé des images que Israël Mutombo a ramenées des Chikapa. Le pont Kassai n'est toujours pas réhabilité. Les enfants vont à l'école dans des conditions très difficiles. Alors, des images qui font le tour du monde et qui font pleurer. Alors, j'ai dit que, rappelez que quand vous avez la signature, vous avez la possibilité de faire des choses. Moi, je l'ai dit ici plus d'une fois, ce sont des conseils, on va dire, gratuits. Parce que nous observons, nous avons les éléments qui nous remontent. Vous savez, pour faire la route Mbujima et Kananga, si on met seulement les tracteurs, tous les matériaux sont le long de la route. En 2 semaines, 1 mois maximum, 2 mois alors ça a tout cassé, on fait cette route rien qu'en terre correctement. Ce n'est pas encore fait. Au niveau de la ville d'Mbujima, nous avons 3 barrages qui sont là, et qui ne demandent pas beaucoup d'argent. La même chose pour l'aéroport de Bipemba. 3 millions de dollars. Moi, j'étais parti là-bas pour mes 50 ans. J'avais déjà lancé l'alerte. Et j'étais très en colère contre l'ancien gouverneur, Goï Kassange. Sur ce point-là, j'avais même visité Tour des contrôles, etc. 3 millions de dollars. Mais quand on apprend des choses, des millions qui partent aujourd'hui, j'ai fait un focus spécial ici. Je vais encore en faire un autre avec Denis Kambaye qui vient de là. Et qui me confirme, Denis Kambaye, je l'ai dit sous son contrôle, qu'il n'y a rien de concret qui est fait dans l'espace Kassai. Le chef de l'État a déjà fait 3 ou 4 ou 5 voyages à travers le pays. Les Katanga, Ituri, mais il n'est pas venu Congo chez central, lui. Mais... On ne dit pas qu'il est président des Balouba, président du Kassai. Il est président de l'ensemble du territoire. Mais il est quand même venu de quelque part. Vous savez, quand les Kassaïens bombent le torse comme ça, mais ils bombent le torse parce qu'ils savent que ce type-là, c'est notre fils. Mais ils le bombent pour rien. Moi, je préfère que les Kinois bombent le torse parce que Ngobila, au niveau de la ville de Kinshasa, l'éclairage est là, etc. Je préfère que du côté de l'Est, à Goma, à Bukavu, qu'on bombe le torse là-bas parce qu'il y a déjà des choses de faites là-bas. Et donc, cette partie du pays qui est enclavée. On avait dit ici que la réduction de prix de transport, c'est une mauvaise décision. On l'a dit. On a même fait 2 émissions spéciales. Oui. Pourquoi? Mais c'est une logique commerciale, logique de, comment dire, de l'offre et de la demande. Mbujima, à part l'aéroport de Bipemba, on ne peut pas désenclaver avec n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? C'est à Congo Airways, l'avion qui est abîmé du côté des Katanga là-bas. Congo Airways ne peut plus, avec le petit avion qui pouvait atterrir, parce que le gros ne peut pas atterrir à cause de la piste.
Si le ministre des Transports, surtout le ministre de l'Économie, qui a fait une descente dernièrement à l'aéroport de Njili pour dire aujourd'hui les avions se remplissent à 80%. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que toutes les destinations ne se valent pas. Vous pouvez aller à Kolwezi de la même manière, aller à Goma de la même manière, aller à Mbandaka qui est aujourd'hui coupé, à Mbujimaï coupé, Kananga coupé, de la même manière. Ce n'est pas le même trajet, ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas la même consommation, et surtout ce n'est pas le même pouvoir d'achat. En Mbujimaï, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat, donc ils ne pourront pas remplir. C'est souvent les gens qui sont en escale pour aller au Katanga qui atterrissent à Mbujimaï. Tout à fait. Et donc, même si les compagnies aériennes ont signé contre leur gré, et ça je le dis en connaissance des causes, eh bien, ils ne vont pas aller plus loin. Parce que vous avez vu qu'ils ont essayé de baisser un tout petit peu le prix, mais côté fret... Voilà, vous les bagages, vous les payez. Oui, oui. Donc ils ont la bonne volonté, mais ce sont des logiques en fait. Parce que nous n'avons pas la compagnie nationale qui peut suppléer à tout ceci. Si nous avions une compagnie à 20 avions, à 30 avions, qui pouvait supplanter, parce que c'est subventionné par l'État, parce que même Air France est subventionné par la France. Tout à fait. Et donc, on allait dire, oui, vous, alliez-vous sur le prix de la compagnie nationale pour faire votre travail. Ils allaient s'aligner. Ça, c'est l'offre. Mais si on y a que CA qui, à un moment donné, vendait les billets à $700, à $800 pour aller en Mbujimaï ou pour aller à Lubumbashi, s'ils sont en monopole, ils vont le faire. Aujourd'hui, si j'ai dit, demain, je vais aller à Mbujimaï, je ne peux pas aller à Mbujimaï. Et donc, les conseillers économiques du président de la République, les conseillers stratégiques du président de la République, le conseiller du ministre de l'économie qui nous suivent en ce moment, ils ne doivent pas donner des faux conseils. Excusez-moi du peu. Les faux conseils, ça veut dire quoi? Oui, monsieur le ministre, ça va marcher si on enlève telle taxe. D'ailleurs, ça ne peut pas marcher. La preuve, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça sera la même chose pour le produit de grande consommation. On ne peut pas faire de prix sur base seulement d'un piodi. Dit voilà, on est parti en Namibie, on a vu que les chinchards, ça s'achetait à tel prix, ici ça se vend à tel prix, mais les gens ne mangent pas que du chinchard. Ils mangent des choses qui viennent de l'Asie, qui viennent du Moyen-Orient, de la France. Et on ne peut pas conclure qu'avec. Mais si on compte que sur DGDA, DGI, l'OCC, toutes ces régies de mobilisation des taxes pour avoir le budget national, vous n'allez pas dire on baisse le revenu de l'État pour que les gens baissent le prix. Parce que dans la construction du prix de vente, il y a beaucoup de charges qui entrent en ligne de compte. Ce qu'on appelle les charges intermédiaires. Et donc, ce qui est important dans notre pays, qui se fait au Chokoum, c'est de prendre de bonnes décisions. Pas des décisions populistes. Populistes, c'est de dire, on va baisser le prix à la consommation, on va baisser le prix pour les avions. D'ailleurs, les avions, qui consomment les avions? Justement, on a posé cette question. 400 000 personnes. Seulement sur 100 millions de Congolais. 400 000 personnes pour 120 millions d'habitants. Il y a des gens à Kinshasa ici qui n'ont jamais pris l'avion. À Kinshasa. Durant toute leur vie. Et donc, vous n'allez pas tabler sur 400 000 personnes pour baisser les prix sur l'ensemble du territoire. Parce que l'avion jusqu'en Europe, d'ailleurs, demeure un moyen de transport de luxe. Voilà. Tout à fait. On va prendre également des nouvelles. Jean-Marie Kassamba, vous avez déjà évoqué les sujets, mais ça a évolué depuis hier, notamment avec un attentat qui a tué 12 soldats américains. Nous sommes là en Afghanistan, à Kaboul. Joe Biden a réagi. Il promet de traquer Daesh jusqu'au bout pour venger les sangs des Américains. Comment vous voyez la suite des événements? Écoutez, moi, ça me fait un peu rire. Hein. Moi, j'adore Ben Laden parce que c'est un bon président, un bon père de famille, très positif. Il ne fait pas peur. Malheureusement, Biden ne fait pas peur. Trump, un peu, il était un peu comme Bush. Vous voyez, Bush, Trump, tout ça. Biden est un peu comme tous les démocrates. Ils sont mignons, ils sont gentils. C'est comme Barack Obama, gentil. Un bon juriste, etc., comme Biden d'ailleurs. En réalité, les Occidentaux, ils ont échoué, lamentablement.
lamentablement. Moi, j'ai écouté la revue de presse de mes collègues de RFI ce matin. Couteau. Lamentablement. Écoutez, quand ils sont partis en Afghanistan, c'était justement pour traquer, en finir une bonne fois pour toutes avec les terroristes qui ont posé les bombes à World Trade Center le 11 septembre 2001. Oui, c'était pour ça. Mais ils viennent de fuir avec matériel en bandoulière. Et hier, d'ailleurs, ils ont même fait exploser certains matériels qu'ils ne peuvent pas mettre dans l'avion parce qu'ils ont dit il ne faut pas qu'on laisse ça aux talibans. Mais il y a beaucoup d'installations qui sont restées. Les talibans ils n'ont pas dynamité toutes les installations. Ce qui s'est passé hier, c'est l'utilisation de la terreur par les gens qui ont fabriqué la terreur. C'est simple. Au niveau de l'aéroport, il y a beaucoup d'Occidentaux, il y a aussi beaucoup d'Afghans. Et puis, il y a aussi une stratégie aussi de perturber un tout petit peu les talibans pour leur faire peur. Tu me fais peur, je te fais peur. C'est tout simplement ça. Tu as dit que c'est chien et chat, oui, taliban, oui, Daesh. Tout simplement. Vous n'allez pas dire que Daesh est devenu contre les talibans qui sont contre les Américains. Parce que Osama Ben Laden, on a dit que c'était quoi? Daesh, n'est-ce pas? Tout à fait. Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda qui s'est transformé en Daesh, etc. Mais tout ceci, c'était contre les Américains. Et donc, ces mêmes Américains ne peuvent pas maintenant dire Daesh, là, qui a fait la bombe hier, c'est contre les talibans et contre nous. Mais finalement, il y a qui contre qui? C'est tout simplement l'utilisation de la terreur. Mais la grande leçon qu'on peut tirer de tout ceci, c'est que il faut compter sur ses propres forces. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont évacués en Afghanistan ou d'Afghanistan. Il y a une bonne partie qui est déjà arrivée en Ouganda, à côté. Les jeunes filles, notamment, au Rwanda. Et on se pose aussi cette question-là, Jean-Marie Kassamba. Comment là-bas, il n'y a pas d'espace? Il y a des réfugiés de là-bas qui sont chez nous. C'est en prévision de chez nous. C'est en prévision de chez nous. Alors qu'il y a déjà des ramifications de l'État islamique. J'ai dit c'est en prévision de chez nous. Pourquoi? Regardez même en France, ce qu'on a évacué. Parmi eux, on a même vu quelqu'un qui était en contact avec Al-Qaïda, mais qui est arrivé déjà à Paris. Ça sous-entend que quand on fait venir ces gens, comme on ne va pas les mettre à l'aise, pas de papier, pas de travail, etc., eux-mêmes, ils vont pouvoir s'organiser localement. Ils vont se radicaliser. Certains vont dire, c'est vous qui avez déstabilisé chez nous, maintenant on est chez vous, au lieu de nous donner du travail, au lieu de nous donner quoi que ce soit, vous nous malutilisez comme ça, on va s'en prendre à vous. Ça s'est produit en France, avec des harkis, ça s'est produit même avec les gens qui sont venus de la Syrie, etc. Et ça va se produire même chez nous ici. J'ai attiré l'attention sur ces gens qui arrivent en Ouganda ici. Nous, on a déjà nos ADF. Ces Afghans qui arrivent, vous pensez que ce sont les gentils? Ça va être compliqué. On va les utiliser à faire quoi? Ils vont faire quoi comme travail? Ils vont se noyer dans la population. Et dans cette population, ils vont avoir des contacts. Et comme ils aiment l'argent, ils aiment aussi l'utilisation de la Kalachnikov, ils vont pouvoir s'insérer dans le mouvement insurrectionnel terroriste. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces informations. On a fait le tour du monde, le tour de l'histoire, on a eu toutes les informations, on sait comment va le monde. Répondez à la maison, bien, pas bien, assez bien. En tout cas, on a fait les diagnostics. En tout cas, le monde ne va pas bien parce que regardez ce qui se passe dans le Sahel. La France est en train de partir. Les gens même appréhendent qu'au Mali, on risque d'avoir un État islamique, au Burkina Faso et au Niger. Et donc, l'Ouganda, c'est pas loin. Les Soudans, c'est pas loin. Tout à fait. Donc c'est des munitions pour toute faire la sous-région carrément. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour toutes ces informations. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci Christophe ce vendredi matin. On est là pour éclairer l'opinion. Et on donne rendez-vous pour focus sur la société civile. Oui, absolument. Focus de ce dimanche, ça sera sur la société civile. Est-ce qu'elle existe vraiment, la société civile dans notre pays? Depuis les bâtis jusqu'à aujourd'hui, on a vu qu'elle se transforme toujours en parti politique. Ils deviennent même les animateurs les plus pertinents. La justice, ce qu'on appelle l'état des droits, est-ce que ça a deux vitesses, est-ce que ça concerne tout le monde? Donc ça sera un focus
percutant. Prenez rendez-vous pour dimanche 14h, comme d'habitude, pour le focus avec Jean-Marc Assamba. 50 bonjours, c'est fini avec ce dessous de cartes ce matin. Restez fidèles à nos programmes. Vous aurez la grande édition tout à l'heure qui est en train d'être préparée par la rédaction. Gaëtan Kouabouranzi, Gloria Mouya. Je remercie toute l'équipe technique avec qui j'ai travaillé. Je vois Karima Biala qui me course à cause du temps là. On m'a dit qu'il y a un anniversaire aussi. Également, on va souhaiter. Bon anniversaire. Toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire. Demain, je sais que c'est l'anniversaire de Glody Matoula, le caméraman. Demain, c'est son anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire du professeur Némi Moulania. Oh, prof. Oui. Cordeau. Ex ou... Ex-cordon. Cordon sur la touche. Ah, voilà. Sur la touche et qui a disparu. Voilà, donc... Télé 50 a prévu une petite vidéo, c'est avec ça qu'on va se séparer. Des anniversaires, des salutations de Papi Moudé Roabati de la Fondation Nos Vies en Partage de la part de Freddy Kabengele. Et c'est là qu'on se sépare. Bon week-end à vous et restez fidèles au programme de Télé 50, ça va être bien ce week-end. Et vivez 100 ans. 100 ans toujours. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons.